Bienvenue parmi nous et merci de votre fidélité à Digital Congo. Surtout, bienvenue dans votre émission Entretien qui reçoit pour vous des personnalités politiques, des personnalités sociales, mais toutes sortes de personnes qui ont envie de livrer leur opinion. Ici à Digital Congo, l'espace est ouvert à tout le monde, mais aujourd'hui, spécialement, nous recevons un homme politique. Il s'agit d'ailleurs d'un élu de Chabunda dans la province du Sud Kivu, le député national Émile Soumaïli Miseka. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur John, et merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Digital Congo qui nous suivent en ce moment. Les téléspectateurs de Digital Congo, mais également les auditeurs de Digital Congo FM qui suivent cette émission. L'honorable Émile Soumaïli Miseka est élu de Chabunda, comme je l'ai dit, dans la province du Sud Kivu. Doublement élu, député national et député provincial. Quelle a été votre recette? Vous êtes si populaire que ça? En politique, il n'y a pas de recette magique. Il suffit juste de savoir ce que veulent vos compatriotes, ce que veut votre population. Et c'est ça, au fait, ce que nous avons fait. Nous nous sommes mis au service de nos compatriotes depuis très longtemps. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une récompense d'une longue lutte que nous avons menée durant plusieurs années. Nous nous sommes mis au service de ces peuples-là. Nous avons rencontré leurs différents desiderata avec les pays que nous avions. Et donc voilà, c'est quand même mérité. Et ce sont même mes compatriotes, donc mes amis et frères, ma famille, donc comme j'aime les appeler, ma famille des Chabunda, qui m'a même poussé à entrer en politique parce que avant, j'étais d'abord un acteur social. J'ai ma petite fondation à travers laquelle je mène plusieurs actions dans mon territoire de Chabunda, dans la province du Sud Kivu et partout ailleurs. Et donc, vu toutes les actions menées sur terrain, donc la population a décidé, m'a supplié de porter ma candidature donc à la députation nationale et à la députation provinciale. Cette population qui vous a poussé à être candidat, voilà, vous a également aussi manifesté sa reconnaissance en vous élisant, d'abord député provincial et même député national, doublement élu donc aux élections de décembre dernier. Et voilà, ce souci, parce que vous vous présentez comme un serviteur du peuple, c'est cela qui vous a aussi poussé à être candidat à gouverneur de la province du Sud Kivu. Parce que je tiens aussi à signaler, l'honorable Émile Soumaïli Miseka a été candidat à gouverneur dans la province du Sud Kivu. Vous êtes allé jusqu'au bout même de la bataille, parce qu'il a fallu un deuxième tour pour vous départager avec le nouveau gouverneur. Et effectivement, c'est cette même population-là, vu la qualité des services que je mets à leur disposition, que je mets à sa disposition, elle a voulu me voir à la tête de cette province. Et donc nous avions, durant cette période de campagne, nous avions eu derrière nous les soutiens de la majeure partie de la population du Sud Kivu, se trouvant sur place là-bas à Bukavu et dans les 8 territoires que compte la province du Sud Kivu et même dans la diaspora. Nous avons donc bénéficié du soutien de tous les Sud Kivusiens qui se trouvent partout à travers le monde. Et ça, je ne cesse de remercier, en tout cas toutes les fois que j'ai l'occasion, je remercie sincèrement mes frères et sœurs de la province du Sud Kivu pour cette marque de confiance qu'ils ne cessent de témoigner à mon égard. Et j'espère que c'est quand même sans rancune, vous continuez toujours à être à la disposition de la province du Sud Kivu, puisque si vous avez perdu ces élections, entre guillemets, c'était avec un juste petit écart de 3 voix face à celui qui a remporté l'élection du gouverneur de la province du Sud Kivu et qui est d'ailleurs l'actuel gouverneur. Effectivement. D'ailleurs, que je salue en passant, un républicain. Vous lui avez quand même envoyé votre message de félicitations. Je lui ai envoyé mon message de félicitations. Je lui ai même partagé mon programme de gouvernance et qu'il a même intégré aussi dans les siens. Et aujourd'hui, et donc nous sommes heureux parce que c'est pour la toute première fois que les deux challengers se mettent ensemble par le même langage pour le développement de leur province.
Et donc je suis très content du fait que je sois le premier challenger qui ait accepté en toute démocratie les résultats des urnes et qui accompagne même celui qui fit son challenger. Donc vous savez, en politique, beaucoup de gens pensent que nous avions échoué, mais en politique, on n'échoue pas. C'est une très belle leçon, c'est une belle expérience que nous avions acquise et ça nous permet de rebondir lors des échéances prochaines. Mais un très bon exemple d'ailleurs que nous voulons voir aussi être répercuté au niveau, au niveau national. Et dans toutes les autres instances. Donc je pense, je me mets à la disposition de la République. Nous avons encore de l'âge, nous avons encore cette vivacité, nous avons encore cette volonté de servir notre pays, pas seulement au niveau de la province, mais même au niveau national. Ça dépend de ce que les autorités de notre pays et notre Dieu voudront. C'est très bien pour la province du Sud-Kivu. Je suis particulièrement très touché parce que voilà, la politique, c'est possible aussi de faire la politique en étant des adversaires, mais pas des ennemis. Dans la province du Sud-Kivu, c'est un exemple. Et d'ailleurs, même dans la succession, je peux évoquer le décès de Sa Majesté Mwami Kabare Rugemanisi II, paix à son âme. C'était un grand chef, le royaume du Bushi, qui est aussi un très grand royaume. Mais lorsqu'il est parti, il n'y a pas eu de difficulté pour sa succession. C'est d'ailleurs son troisième fils qui a accédé au trône. Moi, Alexandre, que j'ai salué en passant, et je continue à présenter mes sincères compassions à la famille du regretté Mwami Kabare et plein succès à mon frère, c'est vraiment un frère à moi, un honorable aussi, un honorable député provincial qui est aujourd'hui à la tête de la chefferie. Le Nabushi 30, je rappelle, parce qu'il a succédé au Mwami Kabare Rugemanisi II qui était le Nabushi 29. Merci. Et voilà, vous êtes député national, voilà ce qui fait que nous nous retrouvions ici, dans ce cadre, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est parce que vous siégez au niveau national, au Parlement. Vous avez sûrement recueilli les doléances de vos électeurs parce que vous revenez des vacances parlementaires. La session de septembre qui a été ouverte, c'est une session essentiellement budgétaire. Voilà. Le projet de budget pour l'année 2025 a été déposé. Lorsque vous avez appris que la Première ministre était au bureau pour déposer ce projet de budget, quelle a été votre première réaction par rapport même à ce que la Première ministre propose pour 2025? Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais féliciter le gouvernement de la République et les ministres du budget, particulièrement parce que, vous savez, il y a un délai prescrit dans la LOFIP, qui est la loi relative aux finances publiques, qui exige à ce que le projet de loi de finances soit déposé au plus tard le 15 septembre. Voilà. Et donc, les années antérieures, cette prescription légale n'était pas respectée, mais nous avons quand même la joie de constater que depuis 3 exercices budgétaires, et donc le gouvernement s'évertue à déposer les projets de loi dans les délais requis. Alors, quant au projet de loi des finances lui-même déposé, il n'y a pas que le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 qui a été déposé. Il y a eu 3 projets de loi qui ont été déposés. Il y a eu d'abord le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. De l'exercice clos. De l'exercice 2023. Et puis il y a eu le projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024. Et puis le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Alors aujourd'hui, je pense que s'il y aura un commentaire à faire, ça sera sur les projets de loi de finances de l'exercice 2025, étant donné que la loi des finances rectificative intervient presque à la fin de l'exercice budgétaire, donc ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur l'avenir ou sur les décisions que nous pouvons ou les recommandations que nous pouvons émettre aujourd'hui. Mais il n'y aura tout de même pas quand même des complaisances, hein, parce que lorsqu'il y a reddition des comptes, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même que vous, autorités budgétaires, puissiez montrer au gouvernement qu'il ne faudrait pas de la légèreté dans la gestion des finances publiques. Effectivement. Là, il s'agit de 2 documents. Donc, la reddition des comptes, c'est la manière dont le budget de l'État a été utilisé lors de l'exercice passé, donc lors de l'an 2023.
Et les projets de loi de finances pour l'exercice 2025, ça c'est l'avenir maintenant. Donc je pense qu'aujourd'hui nous pouvons nous en tenir à ce qui va venir, à l'avenir. Voilà. Et puis nous y reviendrons peut-être plus tard pour discuter de la manière dont le budget a été exécuté la fois dernière. Alors 2025. 2025, nous y allons. J'ai vu que le gouvernement a déposé un projet de loi de finances chiffré à près de 50 000 milliards. Ce qui représente à peu près 18 milliards de dollars américains. Et lors de la présentation de son programme d'action, Madame la Première ministre nous a chiffré son programme à 93 milliards de dollars. Alors, déjà, s'il faut regarder l'accroissement de ces projets de loi de finances par rapport au budget en cours, au budget initial de l'an 2024, nous constatons qu'il y a quand même un accroissement de 21%. Justement. Mais là n'est pas le problème. Je pense que partout où je passe, j'ai toujours dit que nous avons de belles prévisions budgétaires. Mais le problème se trouve au niveau des affectations et de l'exécution. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un budget de 18 milliards de dollars. C'est bien, nous applaudissons le gouvernement pour cet ambitieux projet de loi de finances et cette prétention élevée qu'ils nous ont déposée. Mais est-ce que ça sera les statu quo où les budgets doivent normalement être reflétés dans le vécu quotidien de la population? Voilà pourquoi j'ai dit tantôt ici que pour le budget de l'État, les vrais problèmes, c'est les problèmes d'affectation et de l'exécution de ces budgets-là, surtout en matière de dépenses. Commençons avec l'affectation. Normalement, le chef de l'État, lors de sa prestation de serment, nous avait présenté ou décliné 6 axes prioritaires. Et les 6 axes-là comprennent quand même l'essentiel de la vie sociale de la population. Nous avons entre autres les secteurs de la sécurité, nous avons les pouvoirs d'achat de la population, nous avons les services de base, nous avons l'éducation, mais nous avons aussi l'agriculture. Mais est-ce que le gouvernement a su refléter cette image-là, cette priorisation des besoins dans les budgets déposés au Parlement? Et donc c'est ce que nous allons, c'est l'exercice dans lequel nous allons nous mettre tout au long de cette session budgétaire. Et d'entrée de jeu déjà, je voudrais souligner quelques priorités pour ce qui me concerne moi, qui suis élu dans les milieux ruraux. Alors, nous avons comme l'impression que les budgets confectionnés ici à Kinshasa, les budgets du pouvoir central, j'insiste, ne fait que pour être dilapidés ici à Kinshasa. Et ça, c'est vraiment déplorable parce que la grande partie de la population congolaise se trouve dans les milieux ruraux. Justement. Et nous qui venons fraîchement des vacances parlementaires, le constat fait là-bas est amer et désolant. Voilà pourquoi nous allons cette fois-ci au cours des discussions qui vont sous-tendre l'adoption de ces budgets 2025. Nous allons vraiment débattre. Je suis de la majorité, mais vraiment nous devons respecter la population qui nous a élus. Et c'est d'ailleurs nous devons très même avoir, important. nous devons vraiment avoir les soucis de cette population-là, surtout ceux ou celles vivant dans les milieux ruraux. Je pense que nous sommes entrés en politique, c'est pour essayer de chercher des solutions pour améliorer les bien-être de la population. Surtout que vous êtes un représentant du peuple. Nous sommes un représentant du peuple et nous allons vraiment agir en tant que tel. Et donc nous allons décortiquer point par point ces budgets ici et en décliner certaines priorités suivant les desiderata récoltés lors de nos vacances parlementaires. Et ça c'est ce qui va constituer le débat autour du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. D'ailleurs, la Première ministre qui doit être au Parlement pour ça. Et voilà, c'est ce qui fera que vous allez lui donner maintenant le cutus pour pouvoir agir tout à fait librement. Mais le projet de budget tel que présenté avec ce que la Première ministre propose par rapport aux années intérieures, ça semble quand même un peu colossal. Est-ce que nous ne sommes pas là encore pour assister à un autre projet de loi rectificatif? Ben, déjà, il faut signaler que
Les projets de loi de finances rectificative qu'on a déposés à l'Assemblée nationale n'est pas pour réduire les budgets. Non, non, c'est pour augmenter les budgets. Ça, c'est à encourager aussi parce que les années antérieures, c'était quelque chose qui ne se passait pas. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de mobilisation. Quand il y avait des extras, ça s'est dilapidé comme ça, mais sous l'ère du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous remarquons que c'est pour la deuxième fois que le gouvernement rentre à l'Assemblée nationale et pour déposer plutôt un budget rectificatif, mais à la hausse. Ce qui est d'ailleurs à saluer. Hein, ce qui est vraiment à saluer. Mais vous venez de dire ici que voilà, vous revenez des vacances parlementaires, mais le constat par rapport au vécu et au quotidien des populations, c'est un constat tout à fait amer. Pourquoi est-ce que cette augmentation des recettes générées ne produit pas des effets visibles par rapport au social chez nos populations? Voilà pourquoi le chef de l'État n'a pas voulu s'embrayer avec beaucoup de programmes. Il a décliné sa priorité de ce deuxième mandat ici en 6 points que je venais d'énumérer ici. Le premier point, c'est d'abord la sécurité. C'est d'ailleurs ça, sa promesse de campagne. Et donc, nous voulons que dans ces budgets ici, dans ces projets de loi de finances, donc ces budgets 2025, que la sécurité prenne une grosse partie. Une grosse partie, parce qu'il faudra à tout prix regagner l'intégralité du territoire national. Il faudra à tout prix rétablir l'intégralité territoriale, mais aussi prendre soin de nos compatriotes qui sont éparpillés par-ci, par-là. Donc nous avons aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés internes et ces nombres-là représentent déjà l'effectif de certains pays, donc de l'ensemble des populations de certains pays voisins. Et donc c'est vraiment une autre grande charge que le gouvernement de la République doit pouvoir arranger d'ici là. Et tout cela doit se refléter dans les budgets que l'on a déposés. Par rapport maintenant au vécu quotidien, là nous voyons le pouvoir d'achat. Et donc nous devons cette fois-ci quitter la théorie vers la pratique. Voilà. Et c'est ça même l'objectif que nous nous sommes fixés en tant que parlementaires. Un parlementaire qui est à proximité avec son peuple doit pouvoir plaider cela sans pour autant tenir compte de son obédience politique. Que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, nous nous sommes dit que nous mettons notre législature ici sous les signes du patriotisme. Donc nous disons la patrie avant les partis. Donc nous voulons d'abord mettre en avant-plan l'intérêt de la population avant l'intérêt de nos plateformes politiques. Ce qui signifie que au cours de l'exécution de ces budgets, si les priorités que le chef de l'État a déclinées au cours les jours de sa prestation de serment et qui ont été même reflétées dans les programmes d'action du gouvernement, si le gouvernement n'arrive pas à respecter lui-même son programme d'action, parce que dans son programme d'action, le gouvernement nous a dit que cette fois-ci, il va tout faire pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Et s'il n'arrive pas à le faire, nous, en tant que parlementaires, nous sommes contrôleurs. Donc, nous allons contrôler et nous allons mettre des initiatives parlementaires pour mettre hors d'état de nuire ceux-là qui ne seront pas à même d'honorer les engagements pris devant la nation et devant les représentants du peuple. Je suis très heureux de vous entendre dire ça parce que vous êtes trop critiqués sur ce point, hein, vous les élus nationaux. La population dit souvent, voilà, lorsqu'on vote pour eux, une fois au Parlement, ils nous oublient. Garantissez-nous, est-ce que vous nous garantissez que vous allez jouer votre rôle de contrôleur de l'action du gouvernement central? En tout cas, la population doit nous faire confiance. La population doit nous faire confiance. Ça, c'est une nouvelle législature, d'ailleurs composée majoritairement des jeunes, mais des jeunes conscients. Des jeunes conscients tels que nous sommes là, nous sommes venus pour changer les choses. Émile Soumaïl Miseka, député national élu de Chabunda, déjà, je peux déjà vous donner une matière parce que vous avez dit que vous revenez de vos vacances parlementaires, vous avez vu que la situation des populations, voilà, c'est pas... Surtout les plans. Surtout sur le social, voilà, il y a déjà une mesure gouvernementale pour augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Je pense que vous pouvez déjà être très regardant sur ce point. C'est ça. Nous espérons peut-être que si
les mesures prises par le gouvernement ne sont pas appliquées ou si cela ne se répercute pas nécessairement dans le vécu quotidien, si le panier de la ménagère ne souffle pas, nous pouvons compter sur vous pour taper du poing sur la table et agir d'après les prérogatives qui vous sont reconnues en tant que député national. J'étais en train de dire, monsieur le journaliste, que ça c'est une nouvelle législature, un nouveau leadership d'ailleurs s'installe au niveau de cette chambre basse. Là, je salue en passant le président de l'Assemblée nationale qui a amené une nouvelle impulsion. Et je peux vous rassurer que cette fois-ci, il n'y aura pas de complaisance. Vous êtes sûr? À l'Assemblée nationale, pour preuve, regardez depuis le début de la législature, nous sommes aujourd'hui presque à 3 mois depuis l'installation du bureau définitif. Mais regardez le nombre d'initiatives parlementaires engagées. Le nombre de questions écrites, le nombre de questions orales avec débat. Et tout ça, c'est dans le cadre de nos contrôles parlementaires. Ça, c'est très bien, mais il y a aussi des questions qui ont fait débat ici, mais nous n'avons pas vu le débat au Parlement, surtout en matière de gestion. Voilà, et donc j'ai salué tantôt l'arrivée à la tête de cette institution de l'honorable Vital Kamerhe, qui prône une certaine démocratie, une certaine liberté d'expression à l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a aucun député, comme ça s'est passé avant, où les députés prenaient des initiatives parlementaires au niveau du bureau, qui déposaient là-bas au bureau, mais qui étaient bloquées. Donc aujourd'hui, aucun député ne peut se plaindre que son initiative a été bloquée quelque part. Je vous informe d'ailleurs qu'il y a certains collègues qui ont un seul député qui dépose 36 questions orales avec débat à la fois. Vous imaginez? Et toutes les 36 questions sont passées et sont alignées. Donc ça, c'est pour prouver que, en tout cas, cette législature, il y a un nouveau dynamisme, dynamisme qui s'est installé, une nouvelle impulsion et une nouvelle énergie qui est née. Et c'est une nouvelle vague, surtout composée majoritairement de jeunes, mais qui sont très conscients de la responsabilité que nous avons, de la lourde tâche que la population nous a confiée pour plaider en leur faveur. Et sous la houlette de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Effectivement. Qui était passé d'ailleurs par les primaires avant d'être confirmé à la chambre basse du Parlement, qui est aussi du Sud Kivu comme vous. Hein. Il est un collègue, collègue député du Sud Kivu. Voilà. Ok, ça, je tiens à le rappeler. Hein, nous sommes dans cet entretien avec le député national Émile Soumaïli, qui est élu de Chabunda, dans la province du Sud Kivu. Émile Soumaïli, dans l'actualité également, c'est le président de la République qui a tenu son discours aux Nations Unies. Est-ce que vous l'avez suivi? Avez-vous trouvé le président de la République plus convaincant, plus rassurant? En tout cas, comme d'habitude, je voudrais saluer la pertinence du message du chef de l'État adressé à la tribune des Nations Unies lors du 79e sommet. Alors, je pense que l'ensemble de la population devrait s'approprier de ces discours-là. Parce que dedans, vous trouverez que le chef de l'État a parcouru l'essentiel de l'actualité mondiale, mais aussi a touché l'essentiel de la situation politique et sécuritaire de notre pays. Le chef de l'État a abordé les points qui concernent l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça, c'était une occasion pour montrer à la face du monde, pour hausser les tons et montrer à la face du monde que le Rwanda est un agresseur, que le Rwanda menace l'intégrité territoriale de notre pays. Chose qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, le monde entier commence à comprendre la malice du Rwanda et le président est même allé loin pour demander les sanctions ciblées contre les pays agresseurs, les pays hypocrites, et nous espérons que cette haute diplomatie exercée par les chefs de l'État produira des effets dans les jours qui viennent.
le président a fait remarquer les progrès engagés par notre pays dans l'atteinte des objectifs du millénaire. L'IDH qui nous met aujourd'hui dans une bonne position par rapport en 2019 où on était, je pense, 175e et aujourd'hui on occupe la 164e. Donc on a eu presque à gagner 10 places dans les statistiques de l'IDH. Le président a survolé les défis énergétiques et climatiques au niveau mondial, étant donné que, vous savez, avec les bassins du Congo et la forêt tropicale que nous avons ici, la RDC est aujourd'hui considérée comme un poumon énergétique mondial. Et donc, pour ce faire, il a fallu hausser aussi les tons pour faire voir à l'humanité que la RDC doit être considérée comme un pays solution. Et à ce titre-là, toute l'humanité a le devoir de nous soutenir pour être stable et pour notre développement. Nous avons les grands projets INGA qui est censé éclairer non seulement toute la République démocratique du Congo, mais aussi une grande partie de l'Afrique. Donc ce sont des projets qui nécessitent un appui international pour apporter des solutions, des grandes solutions alors à beaucoup de problèmes qui sévit, surtout les manques d'électricité en Afrique. Le président de la République a aussi abordé l'aspect de la paix et la sécurité internationale. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est un vaste village planétaire. On ne vit plus en vase clos, on dépend les uns des autres. Et donc la guerre qui sévit en Ukraine a des répercussions énormes sur notre économie ici. Et donc il pouvait aussi avoir un mot sur ça. Et ainsi que cette histoire ici des terrorismes qui est combattu au Moyen-Orient, en Asie. Et aujourd'hui, ça commence même à nous menacer aussi en Afrique, avec les ADF Nalou là-bas, en Ituri et autres. Vous comprenez qu'il a fallu que le président de la République fasse ces messages-là, fasse voir au monde entier que la RDC est aussi victime de cette menace-là des terroristes. Le président de la République, au cours de son message, a rappelé à l'ensemble des dirigeants du monde, étant champion de la masculinité, mais aussi mentor de jeunes, le président de la République a rappelé un pacte qui a été signé dernièrement au niveau de l'ONU. Le pacte est dénommé Pacte pour l'avenir. Et ce pacte-là contient des pactes principaux. Le premier est celui qui est dénommé le Pacte numérique mondial. Dans ce pacte numérique mondial-là, vous savez que le monde aujourd'hui vit le monde dans le sens où le monde va. Nous vivons maintenant avec l'intelligence artificielle. Et donc dans ces pactes-là, sur les pactes numériques mondiaux-là, là-dedans, les Nations Unies, les États du monde se conviennent de mettre ensemble leurs technologies, leurs avancées technologiques, leur intelligence artificielle pour voir comment est-ce qu'ils peuvent seconder, ils peuvent aider, ils peuvent transporter leur technologie dans les pays sous-développés. Et donc le président de la République devrait aussi en parler pour aider à ce que nous ayons ces transferts de technologies dans notre pays. Mais surtout, le deuxième aspect de ce pacte-là, c'est la déclaration sur les générations futures. Là-dedans, on fait allusion à la jeunesse. Et ça, j'ai beaucoup aimé, étant donné que je suis jeune et je fais même partie du réseau des jeunes parlementaires. Dans ces pactes-là, on demande, on exhorte aux représentants de chaque nation d'impliquer la jeunesse dans la gestion de la chose publique, dans la gestion des affaires. Et ça, pour un meilleur avenir. Parce que si on ne prépare pas, on n'initie pas la jeunesse aujourd'hui, alors demain, ça sera difficile parce que une jeunesse sans conscience
peut nuire l'avenir du monde. Très bien. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé en tout cas l'intervention du chef de l'État, surtout pour ce qui concerne son implication en faveur de la représentation des jeunes et même de la femme aussi, mais surtout pour ce qui concerne la sécurité à l'est de notre pays. Honorable Émile Soumaïli, nous avons bien compris que vous avez suivi religieusement le président de la République. Il a évoqué cette situation avec ce survol de la situation mondiale en général, mais il y a aussi un peu de terrain sur lequel on l'attendait. Il faut parler aussi de la cohésion nationale qui est en train aussi de faire défaut ici au pays, en République démocratique du Congo, qui risque aussi de justifier cette insécurité qui peine justement à se terminer si les communautés ne peuvent pas se mettre autour d'une même table, les politiques surtout. Je pense que c'est très difficile de penser un avenir radieux en République démocratique du Congo. Le président de la République, c'est vrai, il cite le Rwanda, nous allons y revenir, mais déjà, ici, en République démocratique du Congo, il y a cette proposition de dialogue qui continue encore à faire débat. On aurait dû aussi entendre le président de la République que voilà, il y a des efforts au niveau national qui sont menés pour que la cohésion puisse rentrer et pour que tout le monde se sente réellement fils de ce pays et que tout le monde puisse s'engager pour l'avenir de ce pays. C'est comme s'il y avait une fraction, un fractionnement au niveau des politiques, au niveau même des communautés locales, de manière à ce que c'est un peu difficile de penser que la République démocratique du Congo, à un certain moment, tout le monde doit se mettre ensemble pour relever les défis sécuritaires, par exemple, même social. Oui, je pense que le président de la République est un démocrate. Et il a toujours prôné les dialogues. Si vous vous souvenez bien, les jours de sa prestation de serment, il avait déjà tendu la main à ses opposants, à tous les compatriotes qui peuvent contribuer à l'avancement de notre pays. Et donc, je pense que ça, c'est une grande ouverture. Est-ce que la seule volonté suffit? Ne faut-il pas poser vraiment des actions qui montrent que, justement, on est disposé à ce dialogue? Mais le président de la République est là présent. Et le fait pour lui déjà de l'exprimer devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'il est ouvert pour tout dialogue, qu'il tendait sa main à tous ses compatriotes, de la majorité comme de l'opposition ou de la société civile, qu'ils se joignent à lui avec l'idée, la seule idée plutôt, de développer notre pays. Ça, c'est déjà un acte. Et donc, pour ce qui est maintenant du reste, la proposition faite notamment par Martin Fayoulou. Notamment par les présidents Martin Fayoulou et même les présidents... Puisque la RDC est en crise, il faudrait qu'on se mette autour du même Puisque la RDC est en crise. Mais il faut d'abord circonscrire la crise en question. La crise est politique, elle est sécuritaire ou elle est sociale. Et donc si nous comprenons sur on parle de crise les concepts on parle de crise sécuritaire, on parle même aussi de crise sociale. Donc c'est la crise sécuritaire. Alors je ne pense pas qu'en se mettant ensemble ici, entre politique, civile, non armée, que la guerre à l'est du pays là-bas va s'arrêter. Et donc si la raison pour convoquer ce dialogue-là était sécuritaire, alors là, il faudra peut-être faire d'autres recommandations au chef de l'État. Parce qu'il faut considérer... Vous avez été sur le terrain, on va dire, voilà, le social aussi, voilà. Oui, les sociales. Mais pour les sociales, pour arranger les sociales de la population, il faut faire un dialogue. Donc, en quelque sorte, vous, Émile Soumaïli, vous ne seriez pas très partant pour la proposition d'un nouveau dialogue tel que le suggère Martin Fayoulou? Normalement, nous sommes républicains. Nous prenons les dialogues. Et nous les ferons toujours. Parce que, étant africains, vous savez que nous sommes habitués à résoudre tous nos problèmes sous l'arbre à palabres. Ça, c'est vrai. Mais avant quand même d'y aller, il faut circonscrire le contour. Donc, en quelque sorte, vous aussi, vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments pour envisager un nouveau dialogue avec la démocratie du Congo, de la part des initiateurs. Il faut bien circonscrire le contour de ces dialogues avant de pouvoir
y aller. Sinon, on risquera de faire un dialogue pour aboutir juste au partage du pouvoir et maintenir la population dans les mêmes conditions précaires dans lesquelles elle est soumise maintenant. Et donc, je pense qu'au lieu de passer du temps, à engager beaucoup de moyens et beaucoup de temps à dialoguer, des dialogues entre guillemets politiques, il faudra plutôt encourager, appuyer le gouvernement à travailler au bénéfice de notre population. Et vous pensez que cela suffit? Vous revenez de vos vacances parlementaires, vous avez sûrement déjà... Avez-vous déposé déjà votre rapport des vacances parlementaires? Les rapports j'étais parmi les premiers députés qui ont déposé leurs vacances parlementaires au bureau de l'Assemblée. Les rapports des vacances parlementaires. Et vous êtes sûr que, d'après tout ce que vous avez rencontré, parce que vous avez dit que la situation est catastrophique, vous pensez que le seul fait de formuler vos recommandations au gouvernement, cela va permettre à ce que toutes ces préoccupations soient rencontrées? Les recommandations sont faites, bien sûr. Parce que je rappelle aussi que même dans la province du Sud, il y a aussi la crise sécuritaire et même humanitaire. Bien sûr. Donc je pense que les recommandations sont faites dans nos rapports parlementaires, mais au-delà de ça, il y a des initiatives parlementaires qui se font aussi à côté, donc dans le cadre du contrôle. Et vous comptez donc sur cette bonne foi, ou bien vous êtes sûr de cette bonne foi de l'exécutif pour rencontrer toutes ces préoccupations? Non, ici en tout cas, il ne sera pas question de bonne foi, il sera question plutôt de voir concrètement les réalisations du gouvernement. Au cas où, au-delà de leurs discours, nous remarquons que sur terrain, il n'y a pas de réalisations, nous ferons notre travail de contrôler. Donc voilà un peu ce que nous faisons. En dehors de ces recommandations-là, nous avons des initiatives parlementaires. Il y a des questions écrites que nous avons adressées. Par exemple, moi, après mon passage chez moi à Chabunda, j'avais décrié le fait que 3 ans après le lancement du projet que nous avons tous apprécié, le projet du PDL 145 territoires, 3 ans après son lancement, aucun ouvrage n'a été inauguré à Chabunda. Et ce n'est pas seulement Chabunda, j'ai eu à échanger... Une question écrite adressée au ministre du Plan? J'ai fait une question écrite que j'ai adressée au ministre du Plan, étant donné que c'est lui qui coordonne les projets en question, surtout qu'il venait de remplacer la première ministre qui avait initié et même piloté les projets durant presque 2 ou 3 ans. Et donc aujourd'hui, il est temps... Indirectement, vous adressez votre question écrite à la première ministre elle-même. J'adresse ma question au ministre du Plan. Il doit s'assumer selon les principes de continuité des services. Donc il doit s'assumer pour nous répondre pourquoi depuis 3 ans, dans les territoires de Chabunda, aucun ouvrage n'a été inauguré dans le cadre du PDL 145 territoires. Aucune mission de suivi ni de contrôle n'est arrivée là-bas pour superviser ou surveiller, contrôler les travaux qui se font là-bas sur le terrain. Le PNUD lui-même en soi n'a jamais foulé ses pieds là-bas à Chabunda. On a confié les marchés à des agences locales d'exécution qui se prennent pour des petits dieux là-bas sur le terrain et qui n'ont aucun organe de contrôle derrière eux. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle, que ce soit technique, que ce soit financier. Et le gouvernement ici ne se contente que des rapports théoriques leur transmis par les agences en question. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une légèreté terrible dans la gestion de ces programmes-là des PDL 145 territoires. On a voulu savoir aussi comment est-ce que les PDL 145 territoires s'exécutent dans les zones à conflit armé. Dans les zones où il y a des conflits comme chez les Mubondo ici et ailleurs, à Beni, à Rutshuru là-bas, comment est-ce que les programmes PDL 145 territoires s'exécutent? Et tout ça, il faudra que les ministres nous donnent l'évaluation. Parce que là, ils sont en train de vouloir passer, aux 3e vague de ces projets. Mais les 2 premiers volets, ils sont en train de vouloir passer au 3e volet, mais les 2 premiers volets, est-ce qu'ils ont déjà fait une évaluation pour savoir à quel niveau nous en sommes? Voilà. Il n'y a jamais eu d'évaluation. Et c'est sur ce terrain que nous vous attendons, vous les députés nationaux. Je serai derrière eux, je vois que il m'a déjà répondu
Mais ces réponses n'ont pas rencontré au fait mon assentiment. Et donc là, je vois, je dois l'annoncer malheureusement, que ma question va se transformer en interpellation. Et donc il doit passer devant la représentation nationale pour nous expliquer. Nous allons engager une question orale avec débat. Il doit venir expliquer à la nation comment est-ce qu'ils ont géré les millions et les millions de dollars qu'ils ont, ils ont eu à bénéficier dans le cadre de ces programmes PEDEL 145 territoires, que nous avons d'ailleurs tous appréciés. Très bien, donc la population rurale n'avait aucun bénéfice sur tous les budgets ici, tous les programmes que le gouvernement initiait ici à Kinshasa. C'était les seuls projets, les seuls programmes pour lesquels la population pouvait au moins tirer profit. Mais malheureusement, nous constatons que les gens, je suis de la majorité présidentielle bien sûr, mais les gens n'aiment pas les chefs de l'État. Ça, ce n'est pas aider les chefs de l'État. C'était parmi les programmes phares, parce que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, aucun président n'avait déjà pris ce courage-là, cette initiative-là, cette volonté, ces soucis d'engager le développement à la base. C'était pour la toute première fois. Et ces projets, nous, en tant qu'élus du peuple, je serai derrière, en tant qu'élu rural, je serai derrière. Ça sera votre manière d'accompagner ce projet. Je serai derrière les ministres du plan pour voir clair sur l'exécution de ces programmes de PEDEL 145 territoires. Et donc, en dehors de ça, il y a eu plusieurs autres initiatives parlementaires. Nous sommes très heureux de l'apprendre justement, Émile Soumaïli. Donc, vous n'êtes pas ces députés qui dorment au Palais du Peuple juste pour dire qui sont pour et qui sont contre. Vous êtes vraiment au four et au moulin. Et c'est à encourager. Nous allons aussi vous accompagner, nous allons aussi vous suivre parce que d'ici peut-être 2, 3 mois, 4 mois, même une année, nous allons encore vous recevoir pour un nouveau bilan. Nous serons toujours là pour informer à notre population sur toutes les actions parlementaires que nous entreprenons et que nous comptons même entreprendre pour que la population sache que les représentants qu'elle a envoyés à l'Assemblée nationale travaillent pour son bénéfice. Et ça, c'est très bien. Merci beaucoup à vous, Émile Soumaïli. C'est moi qui vous remercie. Je ne vais pas quand même rater cette opportunité pour saluer tous mes électeurs, tous mes frères et sœurs de Chabunda, mais aussi mes frères et sœurs de ma province chère, ma province chérie d'ici de Kivu. Et je salue l'ensemble des téléspectateurs de Digital Congo et même ceux qui se trouvent à Chabunda. Vous êtes quand même suivis là-bas chez nous, à Chabunda. Et donc, je les salue tous en direct de Kinshasa. Merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, chers auditeurs de Digital Congo FM. Nous allons nous arrêter par ici, pour aujourd'hui du moins, avec l'honorable Émile Soumaïli Miseka, député national élu de Chabunda dans la province du Sud Kivu. Rendez-vous est pris pour un autre numéro et toujours avec le même plaisir. Au revoir chez vous.